15 h et je devais arriver avec ma robe de mariée, rentrer avec tous mes invités autour et voilà, c'est assez émouvant pour moi. Pour leur mariage, elles avaient tout prévu. Donc c'est un mariage à peu près de 350 personnes. On a fait les salons du mariage, donc les alliances, traiteurs, les salles, tout était réservé. Il avait choisi son témoin. Le mariage était prévu pour cet été. Mais du jour au lendemain, fini le conte de fées. Les doutes ont pris le dessus. J'ai eu peur de m'engager au dernier moment. Plus ça avançait et plus je pensais qu'il me fuyait. Et puis là, il me dit je t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi et je peux pas me forcer à rester avec toi. Je me suis dit c'est une blague. Mais comment ont-elles vécu l'annulation de ce qui devait être le plus beau jour de leur vie? C'était un peu de l'humiliation. Je pleurais, je mangeais plus. Épuisée, démolie. Cette robe, on pourra vous resservir? Oui, enfin non. D'ailleurs, elle est à vendre. Hein. C'est vrai. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Elles avaient tout préparé, tout pensé pour que leur mariage soit le plus beau jour de leur vie. La robe, la musique, les invités, les alliances, elles en rêvaient. Et pourtant, le conte de fées n'a pas eu lieu. Elles nous expliqueront comment leur fiancé a tout annulé au dernier moment ou comment elles-mêmes ont commencé à douter au point de renoncer à se marier. Et puis dans l'histoire continue, nous retrouvons Ludivine et Patrick qui nous diront où ils en sont aujourd'hui. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, un rêve de petite fille. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Kenny. Comment avez-vous rencontré Kenny? Bonjour. Comment avez-vous rencontré celui que vous pensiez être votre prince charmant? Eh bien, je l'ai rencontré lors d'un mariage à l'étranger, donc tout était magnifique et voilà, on a eu le coup de foudre. Et, bel homme? Très bel homme, beaucoup de charisme, plus âgé que moi. Il ressemblait à quoi? Un petit côté Richard Gere peut-être? Pas mal. Plus âgé que vous? Plus âgé que moi, ouais. Beaucoup? 15 ans de plus. Très élégant, très classe, comme je vous ai dit, beaucoup de charisme. Et c'est vrai qu'il m'a tout de suite fait rêver parce que bon, on a passé des moments merveilleux. Voilà, j'ai eu l'habitude de fréquenter des garçons de mon âge. Et là, le fait de fréquenter quelqu'un d'un peu plus âgé, ben forcément, il m'a montré de nouvelles choses. Et puis, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a séduit. Donc vous êtes tombée raide, dingue, amoureuse de lui. On peut dire ça. Après une semaine de rêve à Marrakech, quelques jours à Deauville, vous êtes rentrée à Cannes et lui à Paris. Quelle décision avez-vous prise pour mettre fin à cet éloignement? Donc j'ai décidé d'aller vivre sur Paris. Donc j'ai fait une coloc avec un cousin à moi qui était sur Paris. Donc on n'a pas habité ensemble, mais c'est vrai que ça nous permettait de nous voir plus régulièrement. Donc j'ai passé mon bac à Paris. Donc voilà. Est-ce que l'homme qu'il était au quotidien correspondait toujours à l'idée que vous faisiez de votre prince charmant? Pas vraiment. Disons que la première année, tout était magique, mais c'est vrai que non, l'homme change forcément. Et puis, mais je m'entendais toujours très très bien avec lui. Alors, ça veut dire quoi, l'homme change? Disons que la différence d'âge faisait qu'on avait souvent un petit décalage par rapport au quotidien, hein, tout simplement. Moi, j'étais étudiante, lui travaillait beaucoup, donc c'est vrai que de temps en temps, ça clashait, mais rien de méchant. Hein, alors, par exemple? Par exemple, vous voulez un exemple? Écoutez, moi, j'aimais bien sortir avec mes copines, et puis voilà, rentrer à Cannes les week-ends chez ma mère et m'amuser. Et forcément, lui, quand je rentrais, il était un petit peu fatigué parce que, comme je vous dis, il travaillait beaucoup. Et donc voilà, un décalage, oui, à ce niveau-là, peut-être. Donc des querelles de plus en plus fréquentes, on peut dire? De plus en plus fréquentes. Donc, comme je vous ai dit, on est restés 4 ans ensemble quand même, donc pas la première année. Oui, un peu plus la deuxième année. Moi, j'avais du mal à m'adapter à la vie parisienne. Et c'est vrai que ma région, mon petit cocon familial me manquait beaucoup. Donc, si vous voulez, oui, j'avais un mal-être. Donc, forcément, je pense que je le faisais ressentir. Donc, ça allait plus vraiment. Non, ça allait plus vraiment. Et pourtant, il vous a quand même demandé en mariage assez rapidement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Donc, au bout d'un an, on était en vacances à Cannes.
chez mes parents. Et donc, il m'a fait la demande. Bon, c'était pas prévu, hein, on sortait d'une dispute. Et il m'a fait la demande dans une chambre d'hôtel, donc il n'avait rien prévu. Il a pris un élastique dans mes cheveux et puis il m'a dit voilà, veux-tu m'épouser? Et donc forcément, moi, j'en rêvais. Et puis j'ai dit oui, il n'y a aucun problème. C'était quand même pour moi l'homme idéal. Alors, je ne vois pas trop le rapport avec l'élastique dans les cheveux. Eh ben, il n'avait pas de bague, donc il m'a pris ma main. Ah, d'accord. Et il m'a il m'a mis l'élastique, il m'a dit veux-tu m'épouser? Il me dit j'ai rien prévu. Donc c'était quelqu'un de très spontané et plein de surprises. Voilà, il m'a beaucoup. Il m'a fait. C'est pas très Richard Gere. Hein. C'est vrai, mais il s'est bien rattrapé parce que j'ai eu une très belle bague après. Voilà. Est-ce que vous avez pris le temps de la réflexion avant de répondre? Pas du tout. Vous avez dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite. J'étais super heureuse. J'ai tout de suite appelé ma mère. Voilà, c'est bon. Il m'a demandé un mariage. En fait, c'était comme si c'était attendu. Enfin, je sais pas. J'étais entrée dans un engrenage où il fallait se marier, il fallait... voilà, je savais que de toute façon, il allait me le demander. Bon, pas à ce moment-là, c'est certain. Mais oui, je m'y attendais et j'étais la plus heureuse du monde, c'est clair et net. Alors, donc, vous avez commencé à vous lancer dans les préparatifs, j'imagine. Donc, il y avait des demandes particulières? Bien, si vous voulez, donc on a commencé à discuter des préparatifs. Donc, faut savoir que c'était un gros mariage parce qu'on a une grosse famille et beaucoup d'amis. Et donc, c'est un mariage à peu près de 350 personnes environ. Donc, si vous voulez, c'était le choix de l'endroit parce qu'on est tous les deux originaires du Maroc. Donc, c'était soit le Maroc, là, avec 600 invités, soit Paris. Bon, moi, j'ai eu du mal avec Paris, donc je ne voulais pas me marier là-bas. Ou Cannes, enfin on ne pensait pas trop à Cannes, donc voilà les préparatifs, on a essayé, on a fait des devis un peu de partout. Et puis oui, au début ça s'est bien passé, alors sauf qu'on s'est vite aperçu qu'il manquait quelque chose. Donc il manquait un papier parce que nous sommes israélites et si vous voulez, ma mère est convertie au judaïsme et mon ex-fiancé était très religieux. Donc si vous voulez, pour se marier à la synagogue, il fallait absolument une reconnaissance. Donc il faut savoir qu'en France, ça prend beaucoup de temps. Ça prend environ 7 ans. Donc moi, il était hors de question que je me convertisse et puis que je mette 7 ans à le faire. Donc il manquait ce fameux papier qui disent voilà, que je suis reconnue en tant que juive, donc pour me marier à la synagogue, parce que c'est le mariage, quoi. C'est vrai que c'est le mariage religieux le plus important. Et donc là, on a commencé à faire toutes les démarches, savoir ce qu'il était possible de faire le plus rapidement pour être reconnue. Donc là, on est entré dans un engrenage très difficile, pour ma part. C'est ce qui a fait je pense que ça a joué en partie sur ma décision finale. Ouais. Très difficile parce que vous vous en seriez passé, vous? Parce qu'honnêtement, au début, bon, je me suis dit, OK, on va jouer le jeu, ça va être facile, voilà. Mais puis après, j'ai réalisé qu'en fait, tout tenait à ce petit bout de papier. Ça peut paraître vraiment futile. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, non, s'il m'aime, on va tout faire pour... Mais c'est vrai qu'après, il y avait la pression de la famille aussi, donc... Vous ne l'avez pas trouvé un peu trop radical? Ah si, totalement. Ouais. Mais au début, je vous dis, j'étais vraiment dans cet engrenage, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire. Moi, je suis comme ça, quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond. Et puis, mais après, oui, j'ai eu des doutes par rapport à son amour, finalement, parce que je me suis dit, bon, s'il ne m'accepte pas comme ça, parce que voilà, c'est juste un bout de papier, c'est tout. Alors, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, laquelle? Eh bien, justement, donc on était en train de discuter de tout ça. Et puis là, il m'a dit une fois, écoute Kelly, il nous faut... Donc voilà, on avait trouvé un arrangement, je pouvais me marier au Maroc, etc. Il m'a dit non, il faut que ce soit reconnu partout, en France. Et puis là, voilà, donc on a eu cette histoire, on était à l'étranger, en voyage en Israël. Donc moi, j'en ai eu marre. Et en fait, à un moment, je cherche dans mes affaires et je ne trouvais plus ma bague de fiançailles. Et il avait récupéré la bague. Donc j'ai décidé d'aller à Paris, de prendre toutes mes affaires et de retourner dans le sud chez mes parents. Et donc voilà, j'étais très énervée, j'étais très remontée. Et puis, Donc vous êtes partie chez vos parents. Est-ce qu'il a essayé de vous joindre? Oui. Alors en fait, il m'a appelée quelques semaines après, le jour de mon anniversaire, donc le 20 août. J'étais avec mes copines au restaurant et il m'appelle, il me dit « Écoute Kelly, fais tes bagages, demain je t'emmène en voyage. » Voilà, ça c'est dû
c'est mon ex tout craché. Et donc moi, forcément, hein, je suis toujours la petite fille qui attend. Enfin, j'étais très rêveuse, hein. Je le suis moins. Et puis, si vous voulez, donc j'ai dit OK, pas de problème, mais attention, hein, tu m'as fait du mal. Non, mais fais tes bagages, on va s'éclater et tout. Donc on est allé en voyage en Tunisie, c'était magnifique, enfin, on était dans un super palace et tout. Et puis là, il m'a redonné la bague. Il m'a dit, je te l'ai prise pour mieux te la rendre. Un beau parleur, quoi. Donc, voilà. Donc vous lui avez accordé une seconde chance. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, vous avez décidé de repartir sur des bases plus saines. Et donc, vous êtes resté vivre à Cannes et vous vous êtes dit, je vais le voir tous les week-ends. Comme ça, au moins, on ne supportera plus le quotidien. Voilà, donc là, j'ai continué mes études. Et puis, je montais tous les week-ends à Paris. Pendant 2 ans, ça se passait très, très bien. C'est sûr, parce que vous fuyez le quotidien, donc ça ne peut que bien se passer. Et comme je pense, on est 2 grands égoïstes et donc ça nous convenait en fait, finalement, ça nous convenait. Cette situation nous convenait parfaitement. Alors, est-ce qu'il vous a reparlé de mariage? Il m'a reparlé de mariage, il m'a reparlé surtout du papier, parce que du coup c'était un peu en stand-by. Mais il m'a parlé du papier, il m'a dit allez, maintenant il faut qu'on se marie. Moi j'arrive à un âge, je veux me marier, j'en ai marre et tout. Et puis moi, du coup, j'étais un petit peu... j'étais un peu plus laxiste qu'au début, mais j'ai dit, bon, OK, allez, on se remet dans les préparatifs. OK, je vais tout faire pour l'avoir. Donc, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir ce papier. Et vous l'avez eu? Et je l'ai eu. Je l'ai eu, donc, cet hiver. Et donc là, quand je l'ai eu, évidemment, ça a été le soulagement pour lui, beaucoup. Et moi, en fait, à partir du moment où j'ai eu ce papier... J'étais très heureuse, hein, évidemment, parce que c'est pas non plus que pour lui que je l'ai fait. Je l'ai fait pour être reconnue aussi pour moi. Et puis voilà, c'est un peu une quête d'identité. Hein, enfin. Et j'ai eu ce papier et là, je me suis dit, OK, c'est ça, c'est tout. Mais bon, ça, c'était inconscient. Et donc là, je me suis dit, OK, on organise ce mariage, cette grosse fête. J'étais attendue au tournant parce que j'avais de moins en moins de crédibilité. Forcément, ça faisait... un petit moment qu'on organisait tout ça. Et puis là, j'ai dit, allez, on prépare tout. Ce sera Cannes, ce sera là, et on va faire ça, ça, ça. Donc là, je commençais à tout préparer, mais ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Vous nous direz tout à l'heure comment les événements se sont enchaînés, pas vraiment de la façon dont vous les aviez imaginés. Mais avant cela, il est temps d'accueillir notre psychothérapeute de couple spécialiste de l'amour. Bonjour Sophie. Frédéric Farigou. Bonjour. Bonjour. Une première réaction à l'histoire de Kelly? Comme elle l'a dit très justement, elle a embarqué dans cette histoire, c'est comme un conte de fées en fait. Hein. Le début de cette histoire, c'est l'homme dont rêvent toutes les petites filles et c'est être la princesse avec son prince charmant et puis la confrontation avec la réalité, le fait de vivre avec lui, le fait de découvrir son caractère, ça fait sortir de l'idéalisation et je pense que le fait aussi d'obtenir ce papier rapprochait l'échéance du mariage et plus l'échéance se rapprochait, plus les doutes qu'elle avait pu ressentir, à mon avis, se sont précisés. Donc c'est vrai que cette échéance arrivant confronte à est-ce que c'est vraiment l'homme avec lequel j'ai envie de vivre et qu'il n'a peut-être plus rien à voir avec le prince charmant que j'avais projeté sur lui. On va maintenant découvrir l'histoire de Jade. Bonjour. Bonjour. Jade, comme 33% des couples, vous avez préparé votre mariage plus d'1 an à l'avance, mais en 1 an, il peut se passer bien des choses. C'est ce que nous allons découvrir avec votre témoignage. De quelle façon avez-vous rencontré cet homme avec lequel vous deviez vous marier? Donc nous nous étions rencontrés via un site internet. Donc lui emménageait dans la région où moi j'habitais, donc en fait il cherchait à faire des connaissances. Moi, je cherchais aussi un petit peu à rencontrer des nouvelles personnes. Donc on a très vite commencé à dialoguer. Le courant passait bien et puis voilà. Ça s'est passé comment le premier rendez-vous? Donc on a décidé de se voir au bout d'1 mois. Donc pendant 1 mois, on communiquait via Internet et SMS. Et donc au bout d'1 mois, on s'est dit il faudrait quand même qu'on pense à se rencontrer en vrai. Voilà, pourquoi pas, ça ne nous coûte rien. Donc on a bu un verre ensemble. Et alors? Ça s'est très bien passé. Il y a eu pareil, le feeling était là. Voilà, on a bien discuté. C'était une agréable soirée. Dis donc, c'est que ça manque quand même de
d'enthousiasme, non? C'était voilà, c'était pas un coup de foudre non plus, mais disons que voilà, ça passait bien. À quel moment vous avez commencé à ressentir des sentiments pour lui? C'est venu en fait avec le temps, parce que comme c'était quelqu'un de plus âgé que moi, il avait 50 plus que moi, il avait un boulot bien stable. Le fait qu'il n'était pas de ma région, mais que par son boulot, il a dû être muté. Donc, il avait une mentalité quand même bien grande, on va dire. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai bien aimé chez lui. Mûr. C'était rassurant, voilà. Ouais. Pour moi, c'était rassurant, oui, parce que comme je suis plus jeune, je venais d'emménager, moi, je venais de quitter le cocon familial. Donc, c'est sûr que d'être toute seule, c'est pas, au début, ça fait un peu peur. Et c'est vrai que lui, il me rassurait. Il m'a fait voir les choses un peu différemment. Donc quelqu'un d'enveloppant, de rassurant. Ouais. Comment vous décririez l'histoire d'amour que vous viviez avec ce garçon? Saine. Il n'y avait pas de dispute, c'était agréable, on pouvait parler de tout. Voilà, c'était vraiment très, très agréable. Comment a-t-il fait sa demande en mariage? Donc sa demande en mariage, il l'a fait. Donc on était en vacances et on était donc à la mer et donc au bord de la plage. Il m'a fait sa demande et j'ai tout de suite dit oui. À quoi devait ressembler ce mariage? Moi, le mariage, c'était très important par rapport à la famille parce que je suis très famille et j'ai une grande famille, donc la famille, c'était très important. Donc, moi, ce n'était pas un mariage où je voulais 500 invités. Moi, c'était ma famille d'abord, sa famille aussi, hein, bien sûr, et vraiment les amis les plus proches. Parce que pour moi, c'était très important de partager ce moment-là avec les personnes qui nous sont le plus chères, donc notre famille et nos amis. Comment se sont déroulés les préparatifs? Dans quelle ambiance? Donc c'était très agréable parce que c'est moi qui gérais tout. Bah oui, parce que comme ça, je pouvais choisir parfaitement. C'est ça très agréable, vous, de gérer tout? Ah oui, moi j'ai bien aimé parce que justement, en fait, personne ne pouvait me rentrer dedans, personne ne pouvait décider pour moi. C'est moi qui donnais les directives. Non, franchement, j'ai vraiment aimé les préparatifs. C'était très agréable. Vous demandiez son avis quand même de temps en temps? Oui, mais il me disait, écoute, tu fais comme tu veux, c'est toi la fille, tu es plus là-dedans. Alors que non, pas du tout. Mais voilà. J'avais carte blanche et puis après, je lui disais quand même, voilà, tiens, j'ai pensé à ça. Après, lui, il s'en fichait un petit peu, quoi. Donc, vous avez trouvé la robe? Oui, la robe, on a fait les salons du mariage, donc les alliances, le costume, le traiteur, les salles, tout était réservé, ouais. Bon. Alors que vous vous affairiez à la préparation de ce grand jour, votre belle famille est venue passer une semaine chez vous. Est-ce que vous les aviez déjà rencontrés auparavant? Oui. Donc on était déjà partis en vacances 2 ou 3 fois, quelques jours juste chez lui, donc chez ses parents. Et en fait, eux, ils venaient chez nous donc, pour la première fois pour voir comment se déroulaient les préparatifs du mariage, parce qu'étant donné qu'il y avait quand même la distance, ils n'ont pas pu participer grand-chose. Donc c'est ma famille qui s'est occupée des gros préparatifs, notamment le traiteur, les salles, de réserver les salles, toutes ces choses-là. Et donc, ils sont venus pour voir un peu où ça en était, choisir officiellement les menus, voilà quoi. Et voir un peu où nous on vivait, parce que du coup, depuis qu'on était ensemble, ils n'étaient jamais venus, quoi. Et alors, comment ça s'est passé avec eux? Affreux. Pourquoi? Notamment comme quoi il fallait vraiment que je pense à faire un régime avant le mariage parce que j'étais trop grosse. Notamment quand j'ai montré ma robe de mariée, quand j'ai été dans ma robe de mariée pour la présenter, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Comment vous avez réagi? Sachant que j'ai un caractère très fort, sur le coup, ça a été... on se sent bête, quoi. Parce qu'on est là, moi j'étais contente dans ma robe, et puis se prendre une réflexion comme ça, Vous avez parlé à votre fiancé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne comprenait pas du tout en fait pourquoi le comportement était comme ça, pourquoi il y avait des réflexions comme ça en permanence. Mais c'est vrai qu'après, par rapport, quand il y a eu cette histoire avec sa famille, j'aurais aimé pas qu'ils prennent ma défense, mais qu'ils disent un petit peu quelque chose, parce que moi j'estimais que c'était pas à moi de mettre entre guillemets les points sur les i par rapport à tout ce qui s'était passé cette semaine-là, quoi. Parce que cette semaine-là, il y a eu un soir où on a eu un repas avec ma famille, donc on avait présenté les deux familles ensemble. Donc on avait fait un repas et ça s'est très mal passé. Entre qui et qui? Entre sa famille et ma famille.
parce que sa famille, il y a une personne qui d'un coup a commencé à faire un scandale. Et en fait, nous, donc mon fiancé, un scandale sur quoi quoi? Sur le mariage, en fait. Qu'il nous avait déjà envoyé de l'argent durant les préparatifs, qu'on avait utilisé pour payer déjà certaines choses, parce qu'il ne faut pas oublier que les alliances étaient déjà achetées, la robe était payée. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, s'ils nous envoyaient de l'argent, on leur disait, ben voilà, on a utilisé cet argent pour ça. Moi, je les tenais toujours informés, je leur faisais un compte-rendu toutes les semaines. Et donc ça a été interprété qu'en fait, l'argent, ils ne savaient pas où ça passait. Et du coup, ben, on avait qu'une hâte, c'était que tout le monde reparte chez soi et qu'on soit tranquille, en fait, chez nous. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et alors, quand vous êtes retrouvés tous les deux chez vous, ça s'est mieux passé entre vous? Ben, en fait, nous, on n'avait pas du tout d'embrouille à ce moment-là, tous les deux, pas du tout. Au Mais contraire, est-ce que ça on a laissé était... des traces? Ah non, absolument pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Donc début mai, donc c'était un dimanche soir. Donc lui, il travaillait de nuit, donc il n'était pas là, il était au boulot. Moi, j'étais à la maison. Et puis, je reçois un texto me disant voilà, que je suis perdue, je ne suis pas bien en ce moment. Enfin, voilà, un truc bizarre, quoi. Puis, le connaissant, je trouvais ça très bizarre de sa part, justement, parce que depuis qu'on se connaissait, il n'y a jamais eu de dispute, il n'y a jamais eu de choses bizarres de dites comme ça. Et je remarquais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, j'en ai fait part. Je lui ai dit, écoute, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport au mariage. Est-ce que tu veux qu'on se sépare ou qu'on annule le mariage? Mais bon, voilà, il faut en parler parce que la date, elle approche. Puis il me dit, non, t'inquiète pas, il n'y a rien. Puis moi, ben, si, borné, je dis, non, je sens qu'il y a quelque chose. Dis-moi la vérité. Je préfère que s'il y a un problème, tu me le dises tout de suite, plutôt qu'on attende et qu'après, boum, voilà, quoi, ça explose. Et donc, en fait, non... C'était pour lui, non, c'était la fatigue, le stress du boulot, des préparatifs, enfin voilà, quoi. Donc il vous a rassuré, oui. Et vous vous êtes même excusé d'avoir douté de son amour. Comment a-t-il réagi lorsque vous êtes, vous, excusé? Donc au bout de 3 jours, c'était un peu tendu parce que justement il me disait qu'il n'y avait rien et moi j'insistais sur le fait que si, il y a un problème, t'es pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui cloche, ton message il était bizarre. Et donc, quand il m'a affirmé que non, pour la énième fois, et qu'il m'aimait toujours, et qu'il voulait toujours se marier, donc moi, j'étais quand même un peu en furie, donc je suis un peu partie m'isoler dans la chambre. Puis, je me suis dit, bon, c'est vrai, calme-toi, t'en fais peut-être un peu trop, toi, t'es peut-être stressée aussi, c'est peut-être pas du tout ça qu'il voulait te dire, effectivement, il est peut-être juste un peu nerveux, bon... Puis je suis retournée et je me suis excusée. Et j'ai dit, bon, voilà, je m'excuse. Je me suis peut-être un peu emportée aussi. Puis là, j'ai pas de réponse. Donc je lui dis, ben, prends-moi au moins dans tes bras. Enfin, ça fait 3 jours que c'est tendu, qu'on se parle pas. Enfin, voilà, c'est bon, on oublie cette histoire, machin. Et puis là, il me dit, eh ben, en fait, il faut que je te dise, mais je t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi et je peux pas me forcer à rester avec toi. Donc là, sur le coup, j'explose de rire parce que je me dis, c'est une blague. Donc voilà, c'était juste pas possible. Et puis je lui dis, bon, c'est facile de dire des paroles comme ça, en l'air. Je dis, regarde-moi droit dans les yeux, répète-moi ça. Puis il me regarde droit dans les yeux et il me répète exactement la même chose. Donc là, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est une blague. Et puis... Comment on peut expliquer, Frédéric, ce revirement de En fait, situation? je pense qu'il devait avoir... C'est des gens qui ont un comportement de fuite. Vous le dites d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il n'y avait jamais de communication sur le mal-être, tout allait toujours bien, etc. Donc vous avez eu face à vous quelqu'un qui avait une difficulté à mettre en mots ses malaises, qui devait avoir des doutes depuis un moment et qui n'arrivait pas à exprimer. Et le fait que l'échéance approche se retrouve quand même comme dans un cul-de-sac, en fait, acculé, et ne pouvant plus reculer devant quelque chose, une évidence intérieure, obligé à un moment donné de dire ce qui se passe et qu'il n'a plus envie de se marier. Vous nous raconterez tout à l'heure si vous avez réussi à le faire changer d'avis. Chira, bonjour. Bonjour. En quoi l'histoire de Jade fait-elle écho à la vôtre? Disons qu'elle ressemble un petit peu à la sienne, dans la mesure où je me retrouve quelque part avec Jade, parce que la personne avec laquelle je vivais, elle fuyait un petit peu le fait du mariage. Moi, je me sens... disons qu'on était prêts à se marier,
On avait été voir, parce que je suis de confession israélite, on avait été voir un rabbin qui nous avait dit, bon, bah, écoutez, vous êtes fait pour vous entendre, vous devez vous marier, vous ne pouvez pas rester comme ça. Tout allait très bien. Et puis, je me retrouve dans la même situation que Jade. Et plus ça avançait, bon, il m'avait offert une très jolie bague de fiançailles, voilà, une bague de mariage aussi. On devait se marier, donc c'était prévu puisqu'il avait choisi son témoin. Et puis, plus ça avançait, et plus je pensais qu'il me fuyait. Que représentait l'institution du mariage pour vous? Ah, pour moi, le mariage, c'est très important. Disons que le mariage, c'est on bâtit ensemble, on construit ensemble, on vit ensemble, on se fait confiance. Il y a énormément de qualités. Comme bien sûr, il y a des couples qui s'entendent à merveille, mais je veux dire par là que le couple, pour moi, le mariage, c'est vraiment l'essentiel dans un couple. Alors, lequel des deux a parlé mariage en premier? Ben, en fait, c'était tous les deux. Tous les deux, on a parlé de mariage ensemble, parce qu'il n'était pas question de rester ensemble sans être mariés pendant des années. Et puis, du jour au lendemain, j'ai plus rien compris. Je me suis sentie, si vous voulez, quelque part rejetée. Pourquoi? Je ne le sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la peur du mariage qui avançait? Donc là, vous aviez déjà prévu de vous marier à ce moment-là? Tout à fait. Donc, Tout en à fait, fait. vous avez ressenti ça combien de temps avant le mariage? Oh, on va dire peut-être un mois ou deux avant. Qu'est-ce qui avait changé concrètement dans son comportement? C'est la personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que. Ça se traduisait comment? L'ignorance totale. Voilà. Ça a été du jour au lendemain. Je suis allée à l'étranger pour voir ma fille parce que maintenant elle habite l'étranger. Et quand je suis rentrée, j'ai compris qu'il avait beaucoup changé. Et à partir de là, c'était l'ignorance sur ignorance sur ignorance. Je rentrais du travail. Pourquoi il changeait? Il répondait quoi? Vous avez dû lui poser des questions? Écoutez, ouais, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Bon, il y avait quelques frictions. Il y avait quelques frictions entre nous, mais rien de méchant. Mais non, il avait complètement changé. Pour moi, il y avait quelque chose qui s'était passé entre-temps pendant mon voyage. Et puis, il avait quelqu'un d'autre dans sa vie? Je ne sais pas. Vous avez pris la décision de... J'ai pris la décision de partir de la maison parce que je vivais avec lui, parce que j'avais quitté mon appartement et bon, il m'avait demandé de vivre chez lui parce qu'on devait se marier, on devait concrétiser ensemble, on devait faire plein de choses ensemble, avancer ensemble et je suis tellement, si vous voulez, pour le mariage que bien sûr j'avais vécu avec lui et donc du jour au lendemain, voir quelqu'un qui vous ignore complètement, qui mange avant que vous rentrez, qui vous ignore, c'est un problème, c'est sûr. Voilà. Donc alors, à la fin, je me suis dit... Est-ce qu'il a tenté de vous retenir? Pardon? Quand vous avez décidé de partir, est-ce qu'il a tenté de vous retenir? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été le désespoir total. Voilà. Peut-être été bien inspiré, non, Frédéric? Oui, oui. Mais même si c'est vrai qu'il aurait été bien, plutôt que d'instaurer un rapport de force, de partir pour quelque part provoquer quelque chose. Je pense que vous avez voulu le faire réagir, mais du coup, il en a profité. Il a profité de l'occasion pour rompre. Donc peut-être il aurait été bien aussi de discuter pour qu'il puisse mettre des mots et finalement que ça se passe d'une manière un peu plus correcte. Parce que là, du coup, vous êtes resté je suis restée avec l'ignorance totale. Oui, et puis, bon, écoutez, à un moment donné, on se fatigue. Hein, au bout d'un mois, on se fatigue et on se dit, bon, on ne sert à rien ici. Bon, il vaut mieux qu'on parte. Hein. Nous découvrirons un peu plus tard la suite de l'histoire de Shira. Mais d'abord, voici quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais à chaque grossesse, vous attendez des jumeaux. Vous êtes déjà maman de jumeaux et vous venez d'apprendre que vous attendiez à nouveau 2 enfants. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous êtes parent de plusieurs paires de jumeaux et à la maison, il y a toujours de l'animation. Vous avez longtemps eu peur d'être débordé par vos 4 enfants, jumeaux et jumelles, mais aujourd'hui, vous avez trouvé votre équilibre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 4 ans, Jean-Luc Delarue recevait Patrick. J'ai été, entre guillemets, un désigné d'office, donc coupable d'office. Accusé à tort du meurtre de son fils, Patrick ne parvenait pas à se reconstruire. Vous perdez déjà une partie de vous-même qui est considérable. Je boiterai toujours, définitivement, jusqu'à la fin de ma vie.
4 ans plus tard, nous reprenons des nouvelles de Patrick dans l'histoire continue. J'ai toujours la vocation et la volonté de mettre un pas devant l'autre, même si c'est pénible. Ce sera tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez soigné les autres pendant des années avant de tomber vous-même malade. Vous êtes médecin ou chirurgien et vous avez dû subir une lourde opération. Grâce à cette expérience, votre regard sur votre métier a changé. Vous êtes spécialisé dans un domaine médical précis et vous avez été touché par une maladie que vous avez longtemps étudiée. Psychiatre, vous avez longtemps soigné des patients en détresse, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin d'aide. Vous êtes un couple de médecins et c'est votre conjoint qui a découvert vos problèmes de santé. Vous avez lutté ensemble contre la maladie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, ce sont des amours brisés en plein vol dont nous vous parlons dans Toute une histoire. Qu'elles aient été confrontées à leurs propres doutes ou à celui de leur fiancé. Nos invités ont dû annuler ce qui devait être le plus beau jour de leur vie. Kelly a passé des mois à tout organiser avant de faire marche arrière. C'est avec elle que nous allons ouvrir la deuxième partie de notre émission, quand le rêve devient cauchemar. Votre mariage, vous le rêviez fastueux, 350 invités dans un grand hôtel de Cannes, une robe de princesse. Est-ce que votre fiancé partageait les mêmes envies que vous? Bien, je le pensais. Au début, oui, il m'a toujours dit, bah, tu auras le mariage de tes rêves, tu auras le mariage voilà, que tout le monde fait, parce que c'est vrai que culturellement, bah, voilà, on fait des gros mariages. Il avait déjà été marié, lui? Non, pas du tout. Et après, non, il s'est pas investi et bizarrement, en fait, bah, il m'a beaucoup déçue et je pense que ça a été aussi... Alors, pourquoi il vous a déçu? Bah, parce qu'il ne s'investissait pas du tout. Bon, il est vrai que moi, j'adorais tout organiser toute seule, c'était ma ville, j'ai pas mal de contacts sur Cannes, enfin, je connaissais, je savais où j'allais. Et puis au début, il m'a laissé faire. Bon, on avait un budget, hein, forcément, à respecter, un budget déjà assez important. Et en Combien fait, c'était un mariage qui coûtait 70 000 €. Donc, c'était un beau mariage. Et donc, en fait, bah, le manque d'investissement, quand je l'appelais et que j'étais un peu euphorique, donc voilà, là, on fait ça, on va faire ci, j'ai eu... Ah bon, mais c'est un peu cher, enfin... J'écoute, tant que je suis dans le budget, laisse-moi faire, t'inquiète pas, parce que c'est aussi mon métier, je travaille dans l'événementiel aussi, donc je sais ce que je fais. Et puis, je sentais comme des bâtons dans les roues à chaque fois que je l'appelais, ou quand je montais de moins en moins à Paris, donc parce que je passais ma licence, et puis qu'en même temps, j'organisais le mariage, et j'avais pas trop le temps de monter. Et donc, je lui faisais des comptes rendus, hein. Mais il n'était jamais content, en fait. Jamais, jamais, jamais. Ah non, ça va pas, oh, t'es sûre? Et puis je disais, à un moment, j'ai dit, mais tu veux ce mariage? Enfin, je comprends pas. Tu m'as pas trouvé dans la rue, j'ai le droit aussi à un mariage comme ça. Il m'a dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Puis finalement, bah, chanter, je sais pas si c'était de la peur, enfin, je sais pas. Mais les désaccords ne portaient que sur les préparatifs du mariage? Oui, parce qu'il n'y avait plus d'autres désaccords. J'avais mon papier, j'étais reconnue. Et vous ne le voyez jamais, donc... Et je le voyais jamais, c'est pas faux. Donc finalement, ça arrange certaines situations. Tout parfois. À fait. Donc moi, je devais quand même aller vivre sur Paris, donc j'étais pas du tout motivée pour monter sur Paris, étant donné la très mauvaise expérience que j'ai eue. Et donc, ben, voilà, il me soutenait pas en fait. Et je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. Je me suis vachement investie et j'ai eu l'impression que c'était que d'un sens. Alors pendant combien de temps cette situation et ces doutes ont-ils duré? 5 mois, hein, pendant 5 mois. Donc c'est vrai que c'était très paradoxal parce que j'organisais vraiment tout. Donc j'étais là, annoncer à tout le monde, voilà, ça va être telle date, ça va être ça, ça, ça. Et puis en fait, il y avait une petite voix dans ma tête. Par exemple, un truc tout bête, une petite anecdote. Je vais chez ma coiffeuse et puis donc on s'organise pour qu'elle... Elle me dit, voilà, donc j'arrive à telle heure, etc. Puis en fait, je me suis dit, mais tu vas pas te marier, Kelly. Je le savais, inconsciemment, je savais. Mais je dis oui, ok, pas de problème. Donc, puis je sais pas, voilà, il y avait cette petite voix. Il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, Frédéric. Oui. Hein, vous nous le dites souvent. Je suis d'accord.
Bon, alors, donc, à quel moment, vraiment, avez-vous commencé à vous dire, je vais quand même lui poser un ultimatum? À quel moment? Combien de temps avant le mariage? C'était en plein festival de Cannes, donc c'était au mois de mai. Et le mariage était prévu pour quand? Pour le 31 octobre. D'accord. Enfin, c'était sur une semaine, hein, donc... le mariage? Oui, sur le mariage, sur une semaine. Donc voilà, je passe tous mes examens. Puis pareil, pas trop de soutien non plus pour mes examens. Donc, et là, je commence à vraiment douter. Et là, je lui dis, bon, écoute, j'en peux plus, je m'investis trop. Puis c'est vrai que j'étais vachement soutenue aussi. J'ai une super famille. Hein. Et c'est vrai que, sans trop m'influencer, on me disait, écoute, c'est que dans un sens, donc ça a plu. Et là, je commence à réaliser, je dis, ok, d'accord. Et puis, je lui dis, écoute, c'est terminé. Donc, je monte de moins en moins à Paris. Puis, je commence à sortir beaucoup. Je sors, je vois, enfin voilà, je suis avec des jeunes de mon âge, on s'amuse, c'est Cannes, c'est le début de l'été, tout en restant très sérieuse, hein, mon mariage. Et puis, je monte à Paris. Et là, je rentre dans l'appartement et je me dis... ok, il y a un trop gros décalage. Lui, il était crevé, il travaillait beaucoup. Moi, j'étais là, super motivée. Alors, le mariage, hein. Et puis, voilà, je sors, je suis allée là, à tel endroit. Et en fait, il m'écoutait, il me regardait. Puis là, je l'ai regardé. Et puis, j'ai regardé l'appartement et je me suis dit, ok, c'est la dernière fois que je viens ici, je le sais. J'ai eu peur de m'engager au dernier moment. Et puis, je suis rentrée à Cannes. Et quelques jours après, je l'ai appelé en lui disant, écoute, voilà, je pense que c'est terminé. Il m'a dit, ok. Il n'a pas tenté de vous raconter? Non, j'ai reçu un texto. Bon, il a tenté très rapidement, un petit texto quelques jours après, me disant qu'il souffrait terriblement. J'en doute fort, mais enfin bon, je suppose que ça n'a pas été facile non plus. Mais en fait, je pense que je lui ai rendu service aussi parce que... Mais comment vous l'expliquez? En fait, il s'est rendu compte de votre décalage, de votre différence d'âge. Il n'osait pas vous dire les choses telles quelles ou... Je pense que déjà, il avait peur du mariage. Je pense qu'il a toujours eu peur du mariage. Et puis, oui, il s'est rendu compte, c'est quelqu'un de très intelligent, donc il s'est rapidement rendu compte de vos différences. De nos différences et puis de mon changement de comportement finalement à cause de ça. Donc là, il s'est dit, ok, je vais pas... C'est quelqu'un de très respectueux, donc il m'a pas embêté, il m'a laissé partir. Bon. Alors, pour mieux comprendre la femme libre que vous êtes aujourd'hui, nous sommes partis à votre rencontre à Cannes, donc, où vous entendez désormais profiter de votre jeunesse. Retrouver ma liberté, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré, parce que vous avez quel âge aujourd'hui? 23 ans. 23 ans, un bébé. Cannes, sur la Côte d'Azur. C'est dans cette synagogue que Kelly, 23 ans, aurait dû se marier aujourd'hui même. Voilà, il est 15h et je devais arriver avec ma robe de mariée, rentrer avec tous mes invités autour. Et voilà, c'est assez émouvant pour moi. C'était mon rêve de jeune fille, d'avoir un beau mariage dans cette synagogue. Et voilà, de l'annuler, je ressens vraiment le moment difficile donc de cette journée et puis je réalise en fait. Pourtant, la jeune femme avait imaginé un mariage de princesse. Bonjour mon cœur. C'est dans l'une des salles d'un prestigieux casino cannois qu'elle avait prévu de recevoir ses 350 convives. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, oui, ça va bien. Bonjour. Pour ce mariage, j'imaginais grandiose. Donc, thème couleur, c'était rose et blanc. Donc avec un énorme centre de table, avec des belles roses. Kelly, quand elle préparait son mariage, était très excitée, très enjouée. À un moment donné, j'en avais marre, c'était too much, c'était trop. Mais Kelly a pris peur au dernier moment et a fait machine arrière. Elle ne se sentait pas du tout prête pour le mariage. C'est vrai que je suis assez jeune. J'ai 23 ans et mon ex-fiancé avait 15 ans de plus que moi. Quand elle a décidé d'annuler son mariage, j'ai trouvé ça très courageux et j'étais très fière de son niveau de maturité. Je respecte ses choix. Chez elle, Kelly a encore la robe qu'elle ne portera jamais. Bon, bah voilà, ma robe de mariée. Très jolie robe pour le grand jour. Une belle robe de princesse, comme je voulais. Ah oui.
La robe de mes rêves, voilà, que je devais mettre aujourd'hui. C'est la première fois que je la ressors et puis elle est tellement magnifique et forcément, comme toutes les filles qui devaient se marier, c'était la chose la plus importante pour moi, la robe de mariée. Ça me fait quelque chose de la ressortir. Un petit peu de tristesse. Pourtant, libérée d'un poids, Kelly veut désormais aller de l'avant. Et aujourd'hui, elle a bien l'intention de profiter pleinement de sa jeunesse. Vaut mieux que tu te sois rendu compte des choses avant qu'après le mariage. Oui. C'était logique. Je me suis dit, c'est arrivé à un moment où c'était plus possible, quoi, donc pas de regret. Nouvelle vie, on s'est bien amusé cet été, hein, très bien. On fait la fête. T'as raison. Et puis, comment ne pas profiter de cette jeunesse? Comment tu veux que je fasse ça si je suis mariée et j'ai des gosses? Ça m'a fait un peu bizarre. Quand Kelly m'a dit qu'elle annulait son mariage, j'ai pas été très étonnée. Je la voyais de plus en plus terne, un petit peu triste. Je pense que pour elle, ça a été une dure décision qui devait trotter dans sa tête depuis plusieurs mois. Bon que du positif malgré tout. Je commence une nouvelle vie, je suis pleine de beaux rêves, je suis très heureuse, très épanouie, je suis aux anges. Pourquoi vous la remettriez pas, cette robe? Elle pourra vous resservir? Oui, enfin non. Pourquoi? Je pense que... si un jour vous mariez? Oui, c'est certain, mais j'en prendrai une autre. Ah bon? Oui. C'est vrai. C'est trop de souvenirs maintenant, donc... D'ailleurs, elle est à vendre. Hein. C'est vrai. C'est marrant, ça. Moi, je l'aurais réutilisée. Hein. Il faut amortir. Non? Bon. Alors, on va maintenant se tourner vers Anne, qui est face à nos invités. Une réaction peut-être au témoignage de Kelly? Je pense qu'elle a bien fait d'arrêter. Enfin, j'aurais même pas tenté la deuxième chance après l'histoire du petit papier où elle est partie. Et voilà, je pense qu'à ce moment-là, elle avait inconsciemment... elle avait déjà compris qu'elle irait pas au bout de ce mariage, je pense, à ce moment-là. Et non, c'était trop... Je pense qu'au bout d'un moment, elle s'est mariée pour la fête, le grandiose, les amis, et pas pour elle et pour ce qu'elle ressentait. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été jusqu'au bout. Alors, quelle est votre position, vous, sur les préparatifs du mariage? Alors moi, c'est une histoire un peu... Enfin, même totalement différente, parce que j'ai rencontré mon mari à 32 ans. Donc j'avais déjà 2 enfants, j'avais déjà vécu 3 grandes histoires sans jamais me marier. Et nous, ça a été complètement différent, quoi. On s'est mariés, en fait, 1 an jour pour jour après notre rencontre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin avec lui? C'était une évidence. C'était ma moitié. Comme je dis, il s'appelle Stéphane, je m'appelle Anne. Je suis la moitié. Et c'était une évidence. Quand on s'est connus, c'était... voilà. Je crois que je n'avais pas su ce que c'était que l'amour avant de le rencontrer, lui. Alors, vous lui avez fait une demande? Je lui ai envoyé un texto, il était au travail, et je lui ai dit « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Ah, c'est vous qui l'avez demandé en mariage? Au bout de 15 jours. Et il m'a répondu « Bah oui, pourquoi pas, dis-moi la date. » Ah ouais. Voilà. Comment vous pouviez être à ce point aussi sûr de vous? Parce que j'avais 32 ans aussi, donc j'avais un vécu. J'avais pas l'innocence à Kelly non plus, je pense. Est-ce que c'est un bon argument, ça, Frédéric? Est-ce que plus on vieillit, plus on est raisonnable et plus on peut se fier à son vécu? Pas forcément. Je ne pense pas que tout le monde soit aussi plein de certitudes qu'Anne et que certaines personnes ont besoin de plus de temps pour faire à nouveau confiance dans la relation. Voilà. Donc le fait d'avoir vécu plusieurs histoires n'est pas forcément une garantie qu'on aille très très vite. Mais c'est vrai qu'on observe que les gens qui se rencontrent à partir de... Bon, vous étiez jeune encore, mais à partir d'un certain âge, on sait plus vite ce qu'on veut et ce qui est rédhibitoire. Et visiblement, il avait passé les tests. Voilà. Avec succès. Bon, combien de temps il vous a fallu pour tout organiser? On va dire que du moment où où il a accepté ma demande en mariage, il nous a fallu 3 mois, quoi. On a fixé une date de mariage et on s'y est pris à peine 3 mois à l'avance. Alors vous dites il vous a aidé dans les préparatifs? Oui, parce que on voulait une date quand même précise et mais on s'est dit pourquoi pas 1 an jour pour jour. Après notre mariage, ça tombait un samedi. Donc voilà, on s'est connus le 15 mars, on s'est mariés le 15 mars. Bon.
Voilà, donc on a laissé passer Noël et début janvier, on a dit voilà, on fait les préparatifs. Alors, comment ça s'est passé le jour de votre mariage? Ça s'est passé très, très bien, parce qu'en fait, on va dire que niveau préparatif, on a eu l'enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille. C'est nos témoins qui s'en étaient occupés chacun de leur côté. Donc à 32 ans, vous avez quand même enterré votre vie de jeune fille? Oui. Voilà, donc non, ça a été très simple et très sympa. Et on avait délégué aussi, puisqu'on voulait un mariage simple, on se mariait pour nous. Donc c'était un restaurant, tout était sur place. Il y avait déjà une salle avec un DJ, donc tout était, voilà. Et c'est ma voisine qui a préparé, décoré les plans de table avec des petites fleurs, machin. Donc c'était la surprise totale pour nous, on est arrivés très tranquille. Donc, voilà. Donc vous êtes toujours avec lui? Ah oui, plus que jamais. Vous êtes toujours mariés? Ah plus que jamais. Bon, alors quel est le message que vous souhaitiez faire passer à nos invités aujourd'hui? Je pense qu'il faut déjà connaître ses priorités de pourquoi on se marie. Il ne faut pas se marier à cause de l'âge, à cause de la famille. Il faut vraiment qu'on le ressente et à deux. Enfin, voilà, il ne faut pas qu'il y ait qu'un côté qui a envie de se marier. Alors c'est vrai que les femmes, elles ont leur rêve de princesse et tout. Moi, je n'ai pas eu le grand mariage de princesse avec la grande robe, le château et tout. Mais par contre, moi, j'ai épousé mon prince charmant. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Qu'est-ce que vous en pensez? Plein d'espoir. Hein. Et Frédéric? Je crois que ce qui est important dans le message que vous faites passer, c'est que le mariage, c'est à deux. Et c'est que ça doit toujours être suspect. On doit s'alerter quand les préparatifs de mariage, on les fait toute seule. Parce que ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a un désinvestissement de l'autre. Et ça, c'est pas normal. Et puis après, on peut très bien faire un grand mariage. Il ne s'agit pas de dire que les grands mariages, c'est pas bien. C'est simplement, on le fait ensemble, les préparatifs. Donc ça, c'est vraiment important. Et de faire le mariage qui nous correspond vraiment, effectivement, qui ne soit pas le désir de la belle famille, le désir de la famille, ou qui soit vraiment notre propre désir. Voilà. Jade, 3 mois avant votre mariage, votre compagnon vous a annoncé qu'il ne vous aimait plus. Donc là, ça a été quand même un peu difficile à accepter, à comprendre d'ailleurs, parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Est-ce que vous avez tenté de le faire changer d'avis? Sur le coup, c'était un peu le ciel qui tombait sur ma tête, parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que m'avoir fait croire pendant encore 3 jours que, en fait, en gros, moi, je délirais complètement et qu'il n'y avait absolument rien pour, au final, m'excuser, on va dire mettre ma fierté de côté, m'excuser pour qu'ensuite ils me disent ça. Je me suis dit, c'est juste pas possible. Donc à ce moment-là, moi, déjà, je suis partie. J'ai claqué la porte et puis je suis partie faire un tour. Je me suis dit, bon, voilà, on va se calmer. J'avais appelé ma sœur, voilà, et ma sœur m'a calmée et tout ça. Elle m'a dit, rentre à la maison. Donc au bout de quelques heures, je suis rentrée à la maison. Je me suis dit, bon, peut-être que ça a été sur le coup de l'énervement. Peut-être que, voilà, il faut qu'on en discute, que c'est pas ça qu'il voulait me dire ou que j'ai mal compris. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai à peine ouvert la porte qu'il m'a dit c'est pas la peine de vouloir discuter, de toute façon, ma famille est déjà au courant. Donc, en l'espace de... ça s'était passé environ vers 18h, 19h le soir. Et puis, donc, moi, je suis rentrée vers minuit, 1h du matin. Donc, quand il me dit que sa famille est déjà au courant, là, je me dis c'est peut-être pas une blague parce que tu peux pas... à notre âge maintenant, je veux dire en plus avec un mariage, tu peux pas appeler ta famille ou tes amis et dire ah bah tiens finalement ça va être annulé, puis revenir demain et dire ah bah non finalement ça va être nouveau, on est nouveau ensemble. Je veux dire pour moi c'était pas rien cette démarche-là qu'il avait déjà fait auprès de sa famille de leur annoncer que c'était déjà terminé. Donc là la nuit, évidemment la première nuit c'était juste un cauchemar parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est pas possible, je vais me réveiller demain matin, tout ira mieux. Et donc le lendemain, je suis partie chez mes parents pour leur annoncer quand même, enfin, pour les mettre au courant plus ou moins de la situation, au cas où, mais toujours dans l'espoir que voilà, c'était qu'un rêve et que ça n'allait, enfin, tout ça ne se passait pas vraiment comme ça. Et donc quand je suis arrivée chez mes parents, donc pareil, on m'a dit oui, mais t'en fais peut-être trop.
laisse-lui le temps de réfléchir. Et puis moi, je sentais qu'il y avait un problème, un malaise, et j'ai dit non, à mon avis, la décision est vraiment prise. Donc ils m'ont dit, écoute, reste là ce soir, retourne demain, va le voir. Et puis peut-être que le fait d'être séparés une journée, une nuit, ça va vous faire réfléchir chacun de votre côté. Et puis vous pourrez avoir une vraie discussion demain. Et alors, finalement? Et bien, quand je suis arrivée le lendemain matin à l'appartement, qui était autant chez moi que chez lui, puisqu'on avait l'appartement, on avait pris ensemble, quand j'ai ouvert la porte d'entrée, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore la clé, heureusement, quand j'ai ouvert la porte d'entrée de l'appartement, toutes mes affaires étaient dans des cartons et dans des sacs jetés dans l'entrée. Très sympathique. Donc là, pareil, on se dit juste, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, je suis chez moi, mais ça vient d'arriver. Bon, donc là, au bout d'un moment, vous vous êtes dit... Là, oui, mais je veux dire, sur le coup, c'est tellement... tu te dis juste, c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, avant-hier, on se prend la tête. Hier, c'était un peu tendu, je suis partie chez mes parents. Ce matin, je viens pour essayer de voir, pour discuter. Et j'arrive, toutes mes affaires sont dans des sacs jetés comme ça dans l'entrée. Bon, donc est-ce que là, vous vous êtes résolu à tout annuler? Ah oui, là, les démarches étaient lancées. Hein. Donc c'est vous qui avez annulé? Ben oui, parce que lui s'occupait d'absolument rien. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, ça a été de devoir tout gérer, en fait. Sachant que c'est lui qui a pris la décision de tout arrêter. Ça a été difficile pour moi de devoir faire les démarches en fait à sa place, d'assumer à sa place. Vous auriez dû le laisser annuler. Non, parce que le problème c'est que voilà, ce jour-là, quand je suis passée à l'appartement, que mes affaires étaient dans les sacs, donc on a tout de suite prévenu ensuite la mairie, tout ça, parce qu'il fallait quand même tout annuler. Heureusement, parce que donc c'était un vendredi, le lundi, les bans devaient être publiés. Les catalogues, pour les gens de la ville, devaient être envoyés, pour faire déclarer le mariage, tout ça. Donc, moi, j'ai dit non, vous enlevez ça, je ne veux pas que ça figure. Enfin, vous ne pouvez pas envoyer ça aux gens, quoi. Donc, au niveau de ça, j'ai eu de la chance. Parce que, voilà, on va dire, ça s'est joué à même pas 24 heures. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé dans sa tête? Non. Il y avait quelqu'un d'autre? Donc, c'est ce que j'ai supposé, c'est ce que tout le monde m'a dit. Lui m'a affirmé que non. Peu importe, de toute façon, voilà. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai tourné complètement la page. Vous avez mis combien de temps à pouvoir tourner la page? 2 mois. Ça a dû être dur. 2 mois. 2 mois. Mais parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses à partir du moment où, en fait, il m'a jeté dehors, notamment par rapport aux préparatifs du mariage, parce qu'on avait quand même fait 1 mois avant ça, on avait quand même fait un prêt ensemble à la banque, on avait un compte commun. Enfin, je veux dire, voilà, moi, je me retrouve avec tout sur les bras. C'est mignon, mais bon. Donc, courir après les papiers, courir après ses signatures. Voilà, je veux 2 dire, mois, si vous êtes remise en 2 mois, quand même, oui, c'est pas mal. Parce que ça m'a tellement foutu la haine, en fait. J'étais tellement mal pendant ces 2 mois, parce que je pleurais, je mangeais plus, je dormais plus. Qu'au bout d'un moment, je me suis dit non, lui, il s'est bien foutu de moi. Lui, il fait sa vie, il s'en fout, il n'a pas eu à assumer le regard des gens, tout ça. Moi, j'ai dû tout faire. Et je me suis dit, j'ai pas envie je suis jeune, j'ai 22 ans, je ne vais pas me gâcher la vie pour ça. Et voilà, ma vie, elle continue. J'ai envie d'avancer. Elle continue, apparemment, ça a l'air d'aller pas mal. Si oui. Je vous observe de près. Oui, parce que j'ai rencontré quelqu'un et puis... Combien de temps après? Les 2 mois après, en fait. Ah bon. 2 mois après, par hasard aussi, on a commencé à discuter. Et puis, dans la foulée, l'annonce de la grossesse est tombée. Et puis, on en a longuement discuté parce que par rapport à mon histoire, il est au courant. Et puis, moi, au début, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Vous avez pu faire confiance facilement? Après... Parce que ça vous est arrivé, par hasard de tomber enceinte ou c'était voulu? En fait, non, le bébé n'était pas voulu. Non, c'était pas... je veux dire, c'était pas... on n'a pas décidé, tiens, on va faire un enfant. Non. Je veux dire, voilà, bon... je suis tombée enceinte. Après, voilà, c'était la question, c'était on le garde ou on le garde pas, quoi. Ah ouais. Et de là, on s'est dit, voilà... Parce que vous êtes tombée enceinte combien de temps après avoir rencontré ce jeune homme? Enfin, je suppose que c'est un jeune homme. Oui. Pareil, dans la foulée. D'accord. C'est assez vague. Mais en fait, il m'a rassurée tout de suite. Le fait déjà que ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait et que quand je lui ai annoncé en fait la grossesse, c'est sa réaction en fait qui m'a
Réconforté. Oui, parce qu'il a tout de Donner suite, confiance. il m'a pas du tout jeté ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est lui qui a tout de suite dit, bah écoute, voilà. Est-ce que vous allez vous marier avec lui? Est-ce qu'il vous a demandé en mariage? Non. Ben, en fait, on en a déjà parlé. Mais lui ne serait pas contre, a priori. Moi, c'est pas que je suis contre, c'est juste que j'ai peur. S'il me demande, je dirais pas non. Ah bon? Je pense pas. Ah, bon. Parce que je suis pas contre de me marier. Mais ce que j'ai peur, en fait, c'est du moment où il y aura la demande jusqu'au jour J, le temps. C'est ça, en fait, qui me stoppe un peu. Enfin, de toute façon, dans l'immédiat, non, on laisse arriver bébé. Un petit conseil de Frédéric, Bah, peut-être? c'est normal, en fait, d'avoir peur quand on a vécu un traumatisme pareil. Après, je pense que dans toute épreuve, il y a une clé, il y a un enseignement. Donc là, peut-être l'enseignement, c'est de dire tous ces préparatifs que j'avais fait toute seule, tout ce que j'ai porté seule, et bien là, pour me rassurer, il faudra les faire vraiment ensemble et voir que c'est vraiment une décision partagée à deux. Deux Donc questions, ça peut être Frédéric. ça. C'est important, après avoir été trompé, comme ça, un peu abusé, d'éprouver de la colère pour mieux rebondir? En tous les C'est cas, important d'en passer par là? Oui, c'est une étape, comme dans un deuil. Enfin, c'est un deuil d'ailleurs. Une séparation, c'est un deuil. Et la colère en fait partie. C'est une étape. Et le fait que ce soit allé aussi vite, c'est pas dangereux? C'était pas une histoire passionnelle. L'histoire que vous viviez avec ce garçon. Une belle histoire. C'était une belle histoire, mais en même temps, une histoire où il n'y avait pas suffisamment de dialogue pour dire réellement les malaises et ce qui n'allait pas. Donc, ce qui explique que vous avez pu passer à autre chose finalement rapidement. Et cette colère contre lui vous a aidé. Oui. Chira, c'est également votre fiancé qui a mis un terme à vos rêves de mariage, en vous faisant comprendre que manifestement vous étiez de trop dans sa vie à un moment donné. Donc c'est vous qui êtes parti quand même, quand vous vous êtes rendu compte qu'il changeait complètement de comportement. Vous aviez le cœur brisé? Ah, tout à fait. J'ai été, si vous voulez, très fatiguée, épuisée, démolie, on va dire. Il devait vous manquer, j'imagine, si vous il me l'aimiez. manquait, bien sûr. Sur le moment, j'avais un peu de haine en disant, tiens, je ne devais pas compter trop dans sa vie. Alors bon, j'ai bien fait d'être partie. Et après réflexion faite, au bout d'un mois à peu près, je me suis dit, tiens, regarde, finalement, il me manque. Qu'est-ce que je fais dans ce petit appartement? Je commençais à gamberger, je commençais à m'en vouloir. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose à me reprocher? Mal fait quoi, d'être partie? Oui. Une fois que j'étais partie, j'avais vraiment de la peine parce que je me disais, on aurait pu être ensemble, j'aurais pas dû partir. J'aurais dû tenir, j'aurais dû accepter peut-être certaines choses. Ouais, j'aurais dû peut-être accepter certaines choses. Vous pensez toujours ça aujourd'hui? Pardon? Vous le pensez toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense peut-être moins parce que bon, je souhaiterais quand même avancer. Alors, donc, vous vous êtes dit ça et ça s'est traduit par quoi? Vous avez été très mal. J'étais très mal. J'étais là à lui demander des explications par téléphone, par texto, pas de réponse, rien du tout. Je l'ai eu une seule fois au téléphone. J'ai été le voir à la maison. Je lui ai dit, écoute, quand même, on peut pas se séparer comme ça. C'est pas possible. On allait super bien ensemble. On était très heureux. Bon. Et qu'est-ce qu'il vous répondait? Non, il me disait non. Désolée, c'est non. Ok, je repartais chez moi, plus effondrée qu'auparavant. Et puis là, aujourd'hui, je repense à refaire, si vous voulez, surface. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est rencontrer l'homme qu'il me faut, et puis me marier, et puis envisager plein de choses avec lui, voyager, profiter de la vie. Vous avez commencé à vous en sortir combien de temps après votre séparation? On va dire 8 mois. D'accord. 8 mois. Au bout de 8 mois, vous vous êtes à nouveau ouverte à la vie. Tout à fait. Et aux tout rencontres. à fait. Tout à fait. Et vous en avez rencontré? Ouais. On va pas dire non, on va pas dire. Ça n'a pas été vraiment. Ça n'a pas été vraiment des rencontres concrètes. Bon, mais vous y croyez encore? Ah, tout à fait. Je crois tout à fait au mariage. Je suis pour. Et si demain je rencontre quelqu'un, je suis pour le mariage. Et si vous demandez en mariage, vous n'auriez pas une petite hésitation? Pas du tout. Si je m'entends, pas du tout. Au contraire, je ne serais que plus heureuse. Bon, très bien. Parce que ça serait peut-être quelque part une vengeance.
Ah, vous en êtes encore au truc de vengeance. Je sais pas si c'est bon. C'est-à-dire que je veux gagner. Je veux gagner, je veux être gagnant, si vous voulez. Je suis pas sûre que ce soit terrible, ça, d'être dans cet état d'esprit, Frédéric. Bah, pas forcément, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de cette histoire qui n'est pas encore résolu, si vous êtes encore dans cette idée de vengeance. Pour me prouver à moi-même quand même que je suis quand même encore vaillante. Oui, mais faites-le pour vous. Je ne suis pas démolie complètement. Oui. Faites-le pour vous, pour votre bonheur à vous, mais sans penser à lui. Ah non, mais je ne pense plus à lui, là. Ah non, mais vous dites de vengeance. Par rapport à qui, alors? Vengeance par rapport à la vie. Bon, d'accord. Par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui s'est produit, voilà. Très bien. Et s'il nous regarde aujourd'hui? Pardon? S'il nous regarde aujourd'hui. S'il nous regarde aujourd'hui. Vous lui dites quoi? Bof. C'est du passé. Merci à toutes d'être venues nous faire partager votre expérience. On espère bien sûr que les mois et les années à venir vous réserveront de grands bonheurs et que vous parviendrez à éclipser totalement ces moments difficiles que vous avez vécus. On vous accueillera sur le plateau de l'Histoire continue. Vous viendrez nous raconter la suite. Bien sûr. Je vous propose maintenant de rejoindre justement les invités de l'Histoire continue. Notre rendez-vous quotidien que vous êtes chaque jour très nombreux à suivre. Aujourd'hui, c'est Ludivine et Patrick qui ont accepté de nous donner de leurs nouvelles. Tous les deux ont en commun d'avoir vu leur vie bouleversée du jour au lendemain par une épreuve à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés. Et ils vont nous raconter ce qui s'est passé depuis leur passage dans notre émission. Bonjour à tous les deux, merci d'être là sur notre plateau. Je vais commencer avec vous, Ludivine. Nous avions fait votre connaissance le 10 septembre dernier dans une émission intitulée « Pour éviter un cancer ». Elles ont choisi une solution radicale. Ce sujet faisait écho à la révélation qu'avait faite Angelina Jolie quelques mois plus tôt. Compte tenu de ses prédispositions génétiques, elle avait choisi de subir une ablation de ses deux seins pour écarter tout risque de cancer. Alors, en venant sur notre plateau, Ludivine, quel était le sens de votre démarche? J'ai perdu ma mère à 36 ans, d'un cancer du sein, cancer des ovaires, cancer des os, laissant derrière elle 4 enfants, mon père. Et à 33 ans, on m'a détecté le même cancer que ma mère. J'avais une boule et le médecin m'a fait les tests nécessaires et il m'a dit « Tu as le même cancer que ta mère ». Donc vous avez subi des traitements? Oui, des lourds traitements. J'ai dû commencer par la chimiothérapie parce que mon cancer était quand même bien avancé. Après la chimiothérapie, ablation. Donc après l'ablation, j'ai eu les rayons qui étaient très lourds aussi. Et comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Bon, ça c'est le principal. C'est parce que vous ne supportiez plus justement de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête que vous avez choisi la chirurgie préventive il y a quelques jours. Pour être complètement sereine, vous avez subi une dernière intervention, l'ablation de votre autre sein, le sein droit. Comment vous sentez-vous donc depuis cette ultime opération? Eh bien, la réponse tout de suite en images. Pour moi, c'était la guérison avant esthétique. Ludivine était venue sur le plateau de Toute une histoire raconter le combat qu'elle avait mené contre la maladie. J'ai eu un cancer en 2007, la même chose que ma mère, qui est décédée à 36 ans et qui l'a eu à 33 ans comme moi. Ludivine avait alors cherché à savoir si elle était porteuse du même gène que sa mère, qui favorise le développement du cancer. J'ai fait le test génétique au mois de septembre et j'ai appris que j'avais le gène de ma mère. Pour éloigner les risques de rechute, Ludivine avait choisi de subir toutes les opérations recommandées par les médecins. Pour vous mettre à l'abri, vous avez choisi la chirurgie préventive. Le 30 mai, ils m'ont retiré les ovaires. Le sein a été retiré pendant ma chimiothérapie. Vous étiez dans quel état d'esprit après l'intervention? Je me suis sentie libre. Mais pour se sentir complètement libérée, il restait à Ludivine une dernière étape. Aujourd'hui, vous envisagez donc une autre opération? Oui, le sein, qui sera fait là au mois de novembre. Ça m'angoissait tous les jours et je voulais pas refaire les traitements que j'ai vécus auparavant. Nous retrouvons aujourd'hui Ludivine. Et pour la jeune femme, raconter son histoire sur notre plateau a été libérateur. L'émission m'a permis de me dévoiler et de raconter mon histoire et celle de ma mère. J'ai dit des choses que je n'avais jamais dit auparavant. Et même si Ludivine passe par des moments difficiles, elle reste néanmoins déterminée face au cancer. La première ablation était très difficile
Il faut accepter son corps. Les cicatrices, on les oublie. Le plus important, c'est la vie. Il y a un mois, j'ai retiré justement mon deuxième sein par prévention. De là, maintenant, je sais que je ne peux plus rechuter. Le cancer ne reviendra jamais vers moi. Et c'est vraiment magnifique pour moi. C'est un beau cadeau qu'on m'a offert, quoi. Cette force dont Ludivine fait preuve, elle la puise dans son histoire familiale. Je me suis battue pour ma mère. Car ma mère est décédée à 36 ans de ce combat, laissant derrière elle 4 enfants. Et je voulais pas que cette maladie ronge comme elle a rongé ma mère. Laissant derrière moi aussi mes 3 enfants, je ne pouvais pas. Donc je me suis battue, c'était un combat. Et j'ai gagné ce combat. J'en suis fière pour moi, mes enfants, ma famille, mon mari, et beaucoup pour ma mère. Après des années de lutte contre le cancer, Ludivine envisage aujourd'hui l'avenir sereinement. Maintenant, j'avance. Pour moi, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Je vais être plus près de mes enfants, de mon mari, de ma famille et de mes amis. Et c'est ce que je vais faire là, à partir d'aujourd'hui. Sa meilleure amie, Sabine, et son frère, Johan, ont tous les deux été touchés par le témoignage de Ludivine sur notre plateau. Quand elle est passée à l'émission, assez ouverte sur sa maladie, c'est quelque chose que j'ai découvert quand même, comme on n'en discutait pas. Ça fait drôle de se dire qu'elle a pensé à la mort, qu'elle souffrait, et ça m'a touché énormément. Ça l'a libérée un peu du poids qu'elle avait, et elle a, je pense, voulu envoyer un message à toutes ces personnes qui sont dans le même cas qu'elle en disant voilà, il y a une petite lueur d'espoir. Les proches de Ludivine l'ont toujours soutenue et confortée dans les choix difficiles qu'elle a eu à prendre. L'ablation totale du sein, alors ce n'était pas la maladie, c'était que de la prévention. Je lui ai tellement dit ne risque plus ta vie, vas-y, fonce. Moi, j'ai pensé que c'était vraiment un bon choix, parce que c'était le choix de la guérison. Après tant d'épreuves, Ludivine est pour ses proches une femme courageuse qu'ils admirent. Elle s'est battue et voilà, elle en est sortie et c'est vraiment une très 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 grande joie. Cette maladie aujourd'hui, elle a réussi à la combattre, donc avec son moral, sa joie et sa force surtout. Et c'est vraiment un modèle, pas que pour moi ou la famille, hein, c'est vraiment un modèle pour toutes les femmes aussi qui sont porteuses de cette maladie. C'est quelqu'un qui méritait de vivre et elle l'a prouvé. Aujourd'hui, pour Ludivine, chaque jour vécu est une revanche sur le cancer. Salut, ça va? Ouais, et toi? Bah ça va chérie. Vas-tu faire tes courses? Bah ouais, écoute, je suis prête, on y va. Moi je suis partie m'habiller. Bah allez, on y va, on est parti. On est parti. Elle apprend désormais à vivre librement et peu à peu à se réapproprier son corps. Elles sont belles les chats. Ouais, elles sont pas mal. Elles sont belles. Ah bah c'est celles qu'on m'a offert à l'hôpital. Ah oui. Ah bah ouais. Ingrid, son amie, l'encourage pas à pas et l'aide à reprendre confiance en sa féminité. Je trouve que ça serait super bien si tu pouvais porter ce genre de robe. Je me sens vraiment pas encore prête. Elle est pas trop décolletée, regarde, elle est quand même assez... Oui, mais quand tu vois la poitrine, donc un côté ça irait, mais ce côté-ci, il n'est pas encore terminé. Donc je me vois pas encore prête justement à... Tu pourrais quand même la tenter. Non, j'y arriverai pas. Bah dans quelques mois, on reviendra. Dans quelques mois, on reviendra et je te ferai plaisir. Oh, c'est gentil. Voilà. Ça serait pour essayer la petite veste là-bas. C'est possible. T'es pas trop moulant, tout ça, non? Non, pas du tout. Non? Non. T'aimes bien? Ouais, c'est très féminin, c'est super bien. Ouais. Comment tu me trouves? Pas bien. Ouais, ça me va bien. La coupe, tout. Bah oui. Oui. Ah, elle est belle comme ça. Après des années de lutte contre la maladie, Ludivine a besoin de rattraper le temps perdu. Regarde, elle donne à manger. C'est aux eaux de Dunkerque qu'elle décide aujourd'hui d'emmener pour la première fois ses enfants, Théo et Léa. Ah ouais, non, il y a un ours. Ah ouais, il y a un ours. Ces dernières années, Ludivine avait peur de ne pas voir grandir ses enfants. Alors aujourd'hui, elle profite de chaque instant avec eux. T'as vu? Regarde les bruits, ils font tous des drôles de bruit. Je suis tombée.
Maintenant que Ludivine se sent à l'abri de toute rechute, elle est une maman heureuse qui compte bien profiter de la vie au maximum. Je suis très contente d'être sortie avec eux aujourd'hui. Maintenant, je vais me rattraper. Je vais rattraper le temps perdu, quoi. Je vis chaque instant à 100%. Sacrée épreuve hein, que tout ça. Un parcours long, douloureux, difficile, angoissant. Oui. On pense à ses enfants, on a peur de les laisser. C'est ça que j'avais peur. Même quand j'ai eu mes 36 ans, j'en pouvais plus d'avoir 37 ans. Étant donné que j'ai perdu ma mère à 36 ans, mon combat, je voulais l'avoir et je l'ai eu, je l'ai gagné. Vous étiez dans quel état d'esprit la première fois que vous êtes venu sur notre plateau? Ça a été très très dur. J'ai été soulagée quand même parce qu'il y a des choses que j'ai dit sur le plateau que je n'avais jamais dit à mon mari, à mon entourage, que j'ai dit sur le plateau. Par exemple? Des choses, la souffrance de la chimio, tout ça, il ne le savait pas. Je gardais tout pour moi. Je ne voulais pas montrer ma souffrance du tout à personne. Je faisais la forte, mais j'avais trop vu avec ma mère que je ne voulais pas que ça se reproduise. Même mon père, mes frères, ma sœur, ils ne savaient pas comment j'étais, j'en parlais pas. Je ne voulais pas leur faire souffrir du tout. Ils doivent être fiers de vous, tous, oui, votre mari, très fiers. Vos enfants, vos frères et sœurs. Oui, très fiers de mon combat. Avec le recul, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Vous en parleriez plus de votre souffrance, oui, de vos souffrances? Oui, justement, je voudrais travailler dans une association, aider justement les gens qui ont le cancer, leur faire comprendre à quoi sert le test génétique, parce que c'est un cadeau qu'on nous offre. Ça vous a permis de rencontrer d'autres personnes aussi, le fait de participer à notre émission, ça vous a fait du bien? Oui. Pour échanger, oui, pour partager votre expérience? Justement, je suis en contact avec Karine. On se téléphone souvent, on s'envoie des messages. Et avec elle, vous pouvez échanger, lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire, de lui faire part de vos doutes? J'ai été à l'hôpital et à l'hôpital, elle m'a envoyé des messages pour savoir comment que ça allait, tout ça, si l'opération s'est très bien passée. Parfois, quand on a tout gardé pour soi, comme ça, et qu'on n'a pas voulu partager ses souffrances, qu'on a voulu être forte, c'est après coup que tout remonte et qu'on se sent défaillir. C'est pas un peu ce qui vous arrive aujourd'hui? Oui, justement, là, je me délivre. Et ça fait vraiment du bien. Comment vous appréhendez la vie, désormais? Je vais profiter au maximum. Vous dites profiter de chaque instant de vie, oui, c'est ça. Partager avec vos enfants. Oui, que je n'ai pas pu faire, parce qu'à chaque fois que je prévoyais quelque chose, c'était les hôpitaux, les médecins, donc je ne pouvais rien prévoir avec eux. Vous avez une fille, oui. J'imagine que vous lui ferez passer le test. Oui, c'est vrai que j'y pense beaucoup. À quel âge on doit faire ça? Je lui ferai, pour ses 25 ans, 26 ans, je lui ferai son test génétique. Alors, c'est à double tranchant, ça, parce qu'on se dit que si le test est positif, ça l'oblige à prendre une décision. Oui, voilà. Oui. Mais vous préférez quand même qu'elle le fait. Et si je sais que si elle n'a pas d'enfant, j'attendrai quand même qu'elle ait un enfant pour qu'elle prenne vraiment ses précautions. Ouais. Parce qu'elle m'a vue quand même dans la souffrance. Ouais. Merci d'être venue nous voir. Et puis, on vous souhaite de profiter de la vie. D'accord, merci. Et de vous laisser aller un peu. Oui. Hein. Merci. On va revenir à présent sur l'histoire de Patrick. Jean-Luc Delarue, Patrick, vous avez reçu le 21 janvier 2010 dans une émission intitulée « Accusé à tort, cela pourrait vous arriver demain ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons vous vous étiez retrouvé sur le banc des accusés? Disons que si vous voulez, c'est ce qui m'est arrivé, je ne le souhaite à personne, du fait que j'ai été accusé à tort d'homicide involontaire suite au décès de mon fils qui allait avoir 3 ans. Et je peux vous dire que ce que j'ai vécu, ça fait quand même plus de 5 ans, c'est comme si que je le vivais il y a 1 minute. C'est un cauchemar perpétuel. Alors, vous, le problème, c'est que vous avez été placé en détention provisoire, tout comme votre compagne de l'époque. Hein. Vous avez été placé c'est-à-dire que j'ai eu 48 heures de garde à vue, on va dire, serrée, parce que là, vous rentrez dans la cour des grands, hein. Il faut un coupable. Et puis après, j'ai eu 12 jours de prison, donc 3 jours de cellule arrivant. Et le 4e jour, bien sûr, les tueurs, les prédateurs d'enfants, les pédophiles ne sont pas bien vus. Il faut dire ce qu'il en est. Et au bout du 4e jour, les tueurs d'enfants, ils ne sont pas bien vus. Et j'ai dû demander l'isolement. Donc j'ai effectué 9 jours d'isolement. Si vous voulez, l'isolement, c'est encore plus dur. Parce que vous avez une demi-heure de balade le matin dans une petite courée, comme un chien, en cage. Une demi-heure de balade l'après-midi, dans une petite courée, tout seul. Et 23 heures de cellule.
Voilà. Vous êtes, entre guillemets, lié à vous-même. Au bout de 12 jours, on m'a extirpé de la cellule en me disant « Mais monsieur, on s'est trompé ». Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez appris que c'était elle? À l'heure actuelle, je ne peux pas dire que j'admets ou j'ai compris. C'est-à-dire que c'est mon avocat qui me dit « Monsieur, tenez-vous bien », parce que c'est lui qui s'est permis de venir me rechercher, hein, c'est la procédure. Franchement, je ne comprends pas qu'une personne qui partage votre existence se permette de prendre une partie de vous-même, parce que je suis marqué au fer rouge à jamais, elle a pris une partie de moi-même, parce que mon fils est mon héritage, il porte mon nom. Et j'arrive toujours pas à réaliser. Donc à l'époque où vous étiez venu sur notre plateau, c'est vous qui aviez... Oui, j'avais fait la démarche. Fait cette démarche. À l'époque, le procès n'avait pas eu lieu. Non, elle était présumée encore, entre guillemets, innocente. Hein. Pourquoi vous aviez fait cette démarche? Disons que si vous voulez, j'ai toujours eu le passé, je ne peux pas revenir dessus. Mais j'avais toujours incité les gens à vous dire, vous savez, ça peut arriver aussi aux autres. Donc soyez prudents. Parce que c'est vrai que les couples recomposés, ça peut marcher comme ça peut évidemment tomber, entre guillemets, dans le néant. Et surtout lorsque vous arrivez avec vos valises, c'est-à-dire votre passé. Hein, moi j'ai 48 ans, je ne peux pas dire que j'ai 20 ans. J'arrive quand même avec des enfants. Et il faut toujours prendre l'arbre, il faut prendre les racines. Sinon on ne prend rien. Et malheureusement, je n'ai pas vu clair. Alors, en témoignant sur notre plateau, vous souhaitiez faire comprendre à quel point il est difficile de se retrouver suspect d'un crime qu'on n'a pas commis. Et c'est seulement 1 an et demi après les faits, encore à fleur de peau, que vous étiez venu vous confier à Jean-Luc Delarue. Avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui, on va regarder un extrait de cet échange particulièrement poignant. C'est une partie de vous-même qui est définitivement éteinte. Je dois vivre avec. Patrick n'oubliera jamais ce matin du 7 août 2008. Alors qu'il avait la garde de ses enfants pour le week-end, un drame était survenu au domicile de sa compagne. J'ai retrouvé mon petit bonhomme mort. Vous pensez qu'il avait pu se passer quoi comme scénario? Disons que si vous voulez, malheureusement, les petits bonhommes de 3 ans, aussi bien de 5 ans, on ne peut pas les élever dans des vitrines. Donc on peut toujours dire qu'ils ont fait une mauvaise chute et puis qu'il y a malheureusement eu un traumatisme. Vous perdez déjà une partie de vous-même qui est considérable. Patrick avait perdu ce qu'il avait de plus cher au monde, mais il avait aussi dû faire face à une autre épreuve, être soupçonné du meurtre de son petit garçon. Une journée et demie après, donc après le drame, on est venu nous chercher, la police est venue nous chercher chez mes parents. Vous, c'est-à-dire madame et moi-même. Quand vous êtes en garde à vue, il faut un coupable. Même si c'est le bon ou le mauvais, il faut un coupable. Au cours de sa garde à vue, Patrick n'avait jamais cessé de clamer son innocence, en vain. J'ai été, entre guillemets, un désigné d'office, donc coupable d'office. Combien de temps vous êtes resté en prison? J'ai fait 3 jours de cellule arrivant et 9 jours de cellule en isolement, donc 12 jours. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été libéré? Les aveux de ma compagne. Malheureusement, mon petit bonhomme n'était pas mort de mort naturelle, mais suite à des coups... Ah, vous ne le saviez pas jusque-là? Non. J'avais 2 petits bonhommes. Je boiterai toujours, définitivement, jusqu'à la fin de ma vie. Nous retrouvons Patrick 3 ans et demi après l'émission. Depuis la disparition de son fils, il a déménagé et tente tant bien que mal de se reconstruire. Disons que tous les matins, pour me rapprocher un petit peu de mon petit bonhomme, j'effectue le même mouvement. Je lui fais un petit bisou sur le médaillon et puis tous les jours, mon petit bonhomme m'accompagne. Et puis le soir, je permets de me déposer près de la table de chevet pour qu'il dorme à côté de moi. Si pour Patrick, chaque nouvelle journée est une épreuve supplémentaire, il refuse cependant de baisser les bras. Ce qui me donne la force de me battre tous les matins et surtout de me lever, c'est mon second fils. J'essaye d'aller de l'avant. Je lui ai toujours dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si une partie de moi-même est partie et qu'elle ne reviendra jamais. Et puis malheureusement, je n'arrive pas à comprendre et à croire que ce petit être, au ventre rond, il est parti à jamais. Je me dois, en son nom, pour qu'il soit toujours fier de son papa, Poule, je me dois continuer d'avancer. Patrick avance chaque jour un peu plus et il s'est même découvert une passion pour la musculation. Une activité à la fois source de motivation et d'ouverture aux autres. Oh Claude mon ami, comment vas-tu? Alors t'es prêt là pour cette nouvelle séance la semaine? Ça va gros? Ouais, respire. Allez, je t'attends, hein. Mon pote. Allez mon Claude, on y va. Allez, je te on suis. Va souffrir, on va devenir des guerriers. Aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Hein. À 15, on s'est chauffé, c'est bien. C'est chauffé à 15, allez. Allez, ça devient dur là maintenant. Hein. Ouais. Allez, parti. Très bien. Ouais, très bien. Souffle, voilà.
Allez, souffle bien, souffle. Je viens 3-4 fois par semaine pour me vider la tête, pour me vider l'esprit. Le but, c'est d'oublier ses problèmes, de laisser sur le seuil de la porte. Ça me permet de me faire un panel d'amis avec des univers différents, de parler, d'esprit de camaraderie, d'aller boire un verre avec eux et puis éventuellement de comprendre mon histoire et d'essayer de m'épauler. Je trouve qu'il est très courageux. C'est quelqu'un qui a toujours voulu aller de l'avant et se battre pour son fils qui lui est resté. Et ça, j'admire beaucoup, quoi. Patrick a vachement changé depuis que je le connais. Au début, il était quand même un peu moins souriant, un peu réservé sur lui-même. Et on l'a vu se changer le jour, quoi. Et là, maintenant, il s'est lâché vraiment, quoi. Patrick, c'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie énormément, quoi. 5 ans après la disparition de son fils, Patrick réapprend à vivre et à partager des moments simples avec ses amis. Salut les filles. Salut. Ça Karine. Ça bien. Tu vas bien? Bon, impeccable. Alors le week-end, comment ça s'est passé? Bah bien et toi? Bah T'as bien, fait quoi de bon, beau? la routine. Et si Patrick a aujourd'hui retrouvé le sourire, rien n'aurait été possible sans le soutien de ses amis, Karine et Béatrice. Mais c'est vrai que pour moi, je tenais quand même à vous remercier au nom de mes enfants, surtout. Et puis, si je suis là, c'est quand même grâce à vous. Je t'ai connu dans des tristes états, maintenant tu t'es relevé. Tu te bats, tu vas de l'avant et... Puis, qui sait, l'amour est peut-être pas loin. Voilà. Bon. On va savoir. Derrière ta porte. Ouais, je pensais s'il me manque le plus. Ça va te remonter, que... puis si la personne elle connaît ton histoire, ça va être encore plus, ça va te soutenir et... Je me considère comme quelqu'un de prêt pour vraiment vivre quelque chose de beau et de fort, d'intense. L'aimer et puis être aimé. Bon, de toute façon, tu vas trouver le bonheur. Tu le mérites. Ouais, voilà. C'est ce qui me permettrait, entre guillemets... Une fille bien pour un gars bien. Voilà. Voilà. Et comme t'es un gars bien. Merci, c'est gentil. Oui, parce que j'imagine que vous devez avoir du mal à faire confiance. Non. Non. Je vais pas dire qu'entre guillemets, il faut se baser sur tout un critère ou un panel. Mais non, la confiance, je peux vous dire que déjà, il y a déjà l'étape de reconstruction qui est quand même énorme parce que j'ai mis quand même 4 ans et demi de procédure. 4 ans et demi, c'est long. J'ai fini quand même mes problèmes, vraiment l'aboutissant, sans rentrer trop dans les détails. J'ai quand même fini le 19 décembre 2012. Donc je ne voulais pas, entre guillemets, avoir l'esprit préoccupé parce que les procédures sont énormes. Alors, elle a été jugée? Oui, elle a été reconnue coupable. Quel a été le verdict? Pour 15 ans on va dire, 15 ans ferme de prison. Bien sûr, mon fils, moi je vais porter la souffrance jusqu'à mon dernier souffle. Bien sûr. Quel souvenir gardez-vous de votre passage dans notre émission? Disons que pour moi, je regarde un énorme souvenir, surtout de Monsieur Delarue, que je considérais comme un grand homme. Ça m'a permis un petit peu pas de souffler, mais disons que j'avais encore quand même l'instinct de... J'étais pas très reconstruit, j'étais triste. C'est vrai, comme on le voit quand même sur le reportage, j'avais quand même la haine. Mais maintenant, j'ai pris le temps, j'ai pris brique par brique pour me reconstruire comme une maison. J'ai fait des bonnes fondations. Je me suis remis en question parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est le château de cartes qui s'écroule. Vous êtes au plus bas, puis vous vous dites, non. Parce que moi, mon fils là-haut, il est vivant, peut-être sous une autre forme. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'il voit papa comme, entre guillemets, un rat de la moquette. Il ne faut pas qu'il voit papa en pleurs. Même si je pleure, je suis un être humain. Je ne demande pas une médaille, je ne demande pas être sur un podium. Mais pour moi, mon fils, il est vivant là-haut, sous une autre forme. Et j'ai toujours mon fils aîné, qui pour lui, je suis franchement j'ai pas de mérite, je ne me vante pas. Pour lui, je suis un exemple. Donc je me dois quand même si entre guillemets, je trébuche, parce que je reste toujours un homme, un être humain, j'ai toujours la vocation et la volonté de mettre un pas devant l'autre, même si c'est pénible. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre rencontre avec Jean-Luc? Il y a un détail qui vous a marqué? Disons que pour moi, c'était un grand monsieur, c'était une personne très humble et puis un monsieur au grand cœur. C'est surtout son esprit de grand cœur, excusez-moi. À quoi vous l'avez vu? Je l'ai vu lorsque, si vous voulez, le rapprochement, comme on voit dans le reportage, sur les 1 heure qui nous ont été consacrées, j'ai vu quand même qu'il y avait des petites attentions particulières et puis ces faits et gestes qui laissaient quand même démontrer que ce n'était pas que le principal auteur, c'était quand même un monsieur qui essayait de se rapprocher, de comprendre, et puis de pas d'essayer d'absorber ma douleur, parce que je demande à personne d'absorber ma douleur, mais au moins essayer de comprendre et puis de dire, voilà, je suis quand même là pour vous.
Comment vous envisagez l'avenir désormais? Bah, l'avenir, je peux vous dire que moi, je me suis reconstruit par le sport. Hein. Ça a été ma thérapie. Ça a été un exutoire et ça reste toujours un exutoire. C'était, si vous voulez, comme un mur où il manque quelques briques. Vous essayez de mettre du plâtre, hein, ou un parement. Et puis, je me dis que maintenant, l'avenir, que je m'idéalise peut-être, mais j'ai pris le temps de me reconstruire. J'ai rencontré quelqu'un de bien. Hein, bien sûr, bon, c'est encore tout frais, hein, depuis le 15 octobre. Ah, vous avez rencontré quelqu'un? Oui, j'ai rencontré quelqu'un, oui. Le fait du hasard. Franchement, il n'y a pas besoin de chercher loin. Le bonheur, il est vraiment pas de la porte. Où? Au magasin dans lequel je travaille. Voilà, tout simplement. Une cliente? Oui, une cliente. Ah bon. Voilà, sans instinct, sans vouloir un esprit de drague. Voilà, ça s'est fait comme ça. Une évidence. Voilà, avec quelques mots lâchés, des brides. Et puis, on s'est revus quelques jours auparavant. Et puis, Enfin, après. Voilà, quelques jours après. Et puis, ça mène son petit bout de chemin. Bon. Voilà, et c'est plus léger, la vie est plus douce, même si, entre guillemets, mon fils est toujours ancré en moi. Oh bah, Ça restera, mais elle est là pour m'épauler. Elle connaissait votre histoire? Malheureusement, j'ai dû quand même lui dire, parce que j'ai pas voulu passer... Je ne suis pas psychologue, hein, donc j'ai voulu lui dire. C'est quand même parce que surtout, ça fait partie de vous. Voilà, parce que j'aurais pu attendre le temps d'apprendre à la connaître, quelques mois. Mais comme j'étais assujetti à venir chez vous, je me suis dit, je ne vais pas lui mentir, surtout au départ. Et puis, si elle vous aime, c'est dans votre entièreté. Voilà, donc j'ai utilisé mes mots à moi. J'ai essayé, entre guillemets, d'arrondir les angles. Parce que c'est quand même dur, ce que j'ai à lui faire, entre guillemets, parvenir. Hein, c'est pas évident, parce que c'est pas une petite procédure. Hein. C'est quand même des dossiers qui sont énormes. Procédure de meurtre, c'est énorme, hein, c'est plus qu'un divorce. Et donc, ma croix, je dois la porter. Mais ce qui est bien en elle, c'est que c'est un de ses charmes, c'est qu'elle m'a dit, je suis là pour t'épauler. Ça, elle a marqué des points, Et la maman de vos enfants? La maman de mes enfants, c'est vrai que je comprends un petit peu sa révolte, parce que elle m'a confié quand même ses enfants, nos enfants. Elle m'a confié 2 enfants, je lui en ramène un. Et elle aussi, je comprends sa peine. Ouais. Vous avez pu quand même vous épauler dans votre peine ou pas? Elle vous en a voulu, en fait? Je comprends son instinct légitime. C'est vrai qu'elle a eu le privilège de les porter. Hein. Il y a eu l'éducation que je leur ai menée pendant cette période courte, parce que ces 3 ans, c'est court. Donc l'instinct de haine, je comprends. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on fasse la paix. Bien sûr. Douloureuse histoire. On vous souhaite de vivre des moments plus doux. Oui, ils vont venir. Ouais. Je suis comme le roseau, vous savez, je fléchis, mais je ne casse pas. Et il faut toujours croire quand même aux jours meilleurs, parce qu'ils arrivent tôt ou tard. Très bien. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être revenu sur notre plateau. Merci à vous. C'est Ludivine qui le signe, en espérant que vous allez être en pleine forme dans les mois qui vont venir. Merci à tous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. I'll be your cloud, behind the glass, and laugh, 'cause it's funny, I would too, if I saw, I'll be your cloud. Une agression d'une violence inouïe a changé le cours de leur vie. Ils ont pris ma tête pour un ballon de foot. C'est-à-dire qu'ils prenaient du recul et c'est celui qui tapait le plus fort. Ma fille unique, Anastasia, a été assassinée pendant 24 heures. Il lui a porté 27 coups de couteau. Mais comment ne pas sombrer après une telle épreuve? C'était terrible, cette peur des gens. J'avais très peur des hommes. J'ai du mal à vivre. Il a pris 15 ans. Moi, j'ai pris perpétuité. Pourront-ils un jour pardonner à ces agresseurs qui leur ont fait tant de mal? Ils m'ont écrit en me suppliant de leur accorder leur pardon pour soulager leur conscience. Accepter, on n'a pas le choix. Mais pardonner, je pense pas qu'on puisse réellement pardonner. Ça changera rien, mais ça va pas me redonner mon cerveau atrophié, ça va pas me redonner la possibilité de travailler. Le problème, c'est d'arriver à passer de la haine au mépris et du mépris à l'indifférence. Pouvoir échanger des mots, pouvoir comprendre, je pense que ça peut toujours faire du bien.